Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, bienvenue sur Happy Visio pour ce nouveau rendez-vous en direct des mardis de l'Agir Carco. Les liens intergénérationnels sont au cœur de cette visioconférence aujourd'hui et vous découvrirez comment et pourquoi laisser de côté vos préjugés. Avant d'accueillir nos invités aujourd'hui, je vous propose de commencer par une courte introduction de Frédéric Decherf que nous allons écouter dans quelques instants. Hop, la voici, Frédéric Decherf qui est directrice de l'action sociale Agir Carco et que nous écoutons pendant 2 petites minutes. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. L'Agir Carco, c'est le régime de retraite complémentaire de tous les salariés du privé. Vous le savez sûrement, c'est le régime qui propose à tous les salariés une retraite complémentaire, mais vous le savez un peu moins parce que vous avez cotisé pendant toute votre vie à la retraite. Ce sont aussi des services d'accompagnement et de prévention qui vous sont proposés, que vous soyez actif ou que vous soyez retraité. Ces services, ils ont été conçus pour vous permettre de bien vivre votre retraite et d'avancer en âge en toute sérénité. Je vous explique, il y a des services pour prévenir la perte d'autonomie, ça veut dire adopter des bons comportements pour permettre de vieillir en santé. Donc tout ce qui existe autour de la prévention, on va vous en parler. Il y a aussi des services pour bien préparer sa retraite, c'est un moment important de la vie. Il y a aussi des services pour faciliter la mobilité des plus âgés, pour les personnes de plus de 75 ans. Il y a aussi des services pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et mettre en relation des jeunes avec des personnes âgées. Il y a également des services pour les aidants de personnes âgées, mais pour des aidants qui se trouvent aussi dans les entreprises en activité et qui ont besoin de temps pour s'occuper de leurs parents âgés ou d'un enfant, par exemple en situation de handicap. Une dernière précision, l'ensemble de ces services sont pris en charge par votre caisse de retraite complémentaire, donc une raison supplémentaire de ne pas les louper. Bonne conférence à vous. On remercie bien sûr toutes les équipes de l'Agir Carco ainsi que Frédéric Decherf de pouvoir nous proposer ces rendez-vous en direct avec nous dans cette salle de visioconférence. Marilyn Alano qui va pouvoir nous rejoindre effectivement, membre du comité d'action sociale Agir Carco, Poitou, Charente, Limousin. Bonjour à vous Marilyn. Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence sur les liens intergénérationnels. C'était un souhait de notre équipe de travail, donc merci de participer. Pour rebondir sur les propos de Frédéric Decherf, effectivement, on a différentes offres d'accompagnement et notamment la prestation Sortir Plus, qui s'adresse plus particulièrement aux retraités de 75 ans et plus. Donc un lien sera mis dans le chat. Et surtout le service Solidarité Senior que Anne parle, dont Anne parlera tout à l'heure. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup Marilyn pour cette introduction. On vous retrouvera à la fin de cette visioconférence pour la conclusion et les questions-réponses s'il s'en trouve qui sont adressées à l'Agir Carco. Merci à vous, à tout à l'heure. Nous accueillons tout de suite Julien Revenu qui est également dans cette salle. Il est facilitateur graphique pour les parlographes. Bonjour à vous Julien. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle session. J'aurai pour mission ce matin de réaliser une synthèse graphique de nos échanges. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux et puis on aura un petit aperçu de ça à mi-parcours. Et puis à la fin, je vous diffuserai la fresque dans son intégralité avec un petit commentaire oral qui sera peut-être l'occasion de faire un ping-pong avec les intervenants. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup à vous, Julien. On découvrira au fur et à mesure de cette visioconférence votre œuvre et bien sûr à la fin la restitution globale, comme vous venez de le dire. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure après l'intervention de Jean-Jacques Amiot que nous allons pouvoir accueillir dès à présent. N'hésitez pas à pouvoir revenir avec nous en direct. Julien, merci à vous et on se retrouve autour de 11h, je pense, dans ces eaux-là tout à l'heure. Bonjour à vous, Jean-Jacques. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur Happy Visio. Merci. Surtout pour parler d'un sujet aussi important dans nos vies ordinaires. Voilà. Donc, je suis effectivement psychosociologue. Je travaillais à l'Université de Bordeaux.
Voilà, et je me suis toujours intéressé à la question des générations, de la retraite, je continue d'ailleurs, et du vieillissement. Alors, ce qui est intéressant dans cette question des liens intergénérationnels, c'est que ça imprègne tous les aspects de notre vie sociale. Euh, Pourquoi une telle présence? Parce que, qu'on le veuille ou non, on est entre générations dans la société. Effectivement, ça impacte la question de la famille, la question du travail, la question des loisirs, voilà, et bien d'autres choses encore. En fait, ça paraît être une question fondamentale de toute société humaine, mais chez nous, elle a une particularité qu'on va mettre en évidence, hein, c'est-à-dire que notre société vieillit, et donc ça modifie la manière dont nous appréhendons cette question des liens entre les générations, hein, à tel point que on le voit bien d'abord parce que les premiers écrits autour de ces questions intergénérationnelles, ça a un peu moins d'un siècle, c'est 1928 où on commence à y travailler. Et puis, vos dictionnaires, nos dictionnaires courants hein, de langue française intègrent le terme d'intergénération que dans les années 1980. Donc, vous voyez, c'est quand même une problématique sur laquelle on réfléchit et qui est finalement relativement récente. C'est aussi, c'est du coup, c'est un phénomène complexe, les liens entre générations, puisque ça touche à tout de nos vies. Hein. Donc, on va commencer par deux paradoxes. Le premier, c'est que quand on questionne les Français sur leur souhait d'être en rapport avec les générations, le souhait de développer ces relations entre générations, on s'aperçoit que plus de 80% des Français disent « nous, on veut être en relation avec les autres générations, on veut que ça se développe ». Très bien. Et en même temps, à ces mêmes personnes, c'est-à-dire nous, les Français, quand on leur demande si ces relations vont bien, ils sont plutôt négatifs. C'est-à-dire que plus de 80% des Français trouvent que ces relations entre les générations tendent à s'affaiblir, deviennent plus difficiles. Pour moi, c'est quand même un paradoxe intéressant, c'est-à-dire si la majorité des Français trouvent que ces relations sont difficiles et si la majorité des Français veulent que ces relations se développent, ça reste pour moi un paradoxe intéressant qu'on verra un petit peu plus loin. Bien sûr, quand on interroge les Français autour de ces questions, hein, la difficulté, c'est d'assumer éventuellement de ne pas répondre sur la bonne case. Hein. Si je vous dis, moi, ça m'intéresse pas les relations entre générations, c'est pas très valorisant pour moi. Donc, en fait, on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes répondent oui en pensant peut-être. Tout simplement parce que faites-le autour de vous. Hein, quand vous sortirez de cette conférence, vous interrogez les gens et vous allez voir, ça va être ah oui, bien sûr, je veux être en relation avec d'autres générations. Bien sûr, oui, mais point de suspension. Et c'est ce mais qu'on va voir un petit peu plus loin. Deuxième paradoxe. Deuxième paradoxe, on le sent bien, l'intergénération, c'est fortement lié à des questions de solidarité. Hein. La question de la retraite, qui est une question solidaire, la question des aidants, les successions, l'héritage, les enfants qui restent très longtemps au domicile des parents. Aujourd'hui, en France, c'est 24 ans en moyenne, 26 ans en Europe. Et donc, on voit bien effectivement que c'est fortement associé aux questions de solidarité. Très bien. Alors, quand on interroge les Français, je pense à une enquête qui a été faite pour la fête des voisins avec BVA Le Parisien. On dit aux gens, alors, est-ce que vous êtes prêts à de la solidarité avec vos voisins? 80% à nouveau des Français, des personnes interrogées, disent qu'elles sont prêtes à donner du temps à leurs voisins qui en ont besoin. C'est bien de la solidarité. Mais chez ce même public qui répond à cette enquête, on trouve 81% des personnes qui trouvent que notre société est de moins en moins solidaire. Ah, c'est bizarre ça quand même, parce que autant de personnes se plaignant de la solidarité en déclin que de personnes prêtes à être solidaires. Presque tous solidaires et presque tous déçus. Étrange, non? Bon, on va le retenir. Alors, deuxièmement, pour cette introduction, j'aimerais qu'on
revienne sur quelques faits historiques qui sont nécessaires pour comprendre comment fonctionnent les liens entre générations. Comme l'intergénération est présentée comme un phénomène en déclin, ça laisse entendre derrière qu'il y aurait eu un âge d'or des relations intergénérationnelles, une période faste, c'est-à-dire une période de référence, et qu'aujourd'hui on serait en déclin par rapport à cette période. Très bien. Moi, je regarde, je vais voir historiquement, puis je m'aperçois qu'au XVIIIe siècle, eh bien, on est orphelin de père et de mère à 30 ans, en moyenne. Donc, ça veut dire qu'on n'a quasiment pas le temps, même en faisant des enfants à 15 ans, on n'a quasiment pas le temps d'être en relation avec la troisième génération. Ça nous permet de rappeler que l'intergénération, il y a une obligation, c'est 2 générations. Aucune société humaine, c'est vrai, par contre, c'est pas vrai dans d'autres espèces, mais aucune société humaine ne peut se maintenir s'il n'y a pas 2 générations. Il en faut 2 pour fabriquer une société, et en tout cas pour la faire perdurer. Donc, si on est orphelin de père et de mère à 30 ans, ça veut dire qu'on n'a pas de relation avec une troisième génération. Bon. Au XIXe siècle, il va se passer un phénomène extraordinaire dans l'histoire sociale, dans la nôtre en tout cas, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle avec l'exode rural. L'exode rural, on le pense toujours par rapport au travail, des gens qui allaient à la ville chercher du travail par rapport au développement industriel. Mais en fait, on le pense rarement finalement comme une migration des générations. C'est quand même un événement extraordinaire dans la mesure où, en l'espace d'un siècle, on va avoir 80% de la population qui vit en milieu rural à 80% de la population qui va vivre en milieu urbain. Alors là, on est sur un phénomène migratoire qui sépare profondément les générations. On a donc effectivement quelque chose qui est fondamental dans la manière dont on se représente la société et les relations entre générations, c'est que, oui, on a pour la première fois dans l'histoire sociale une majorité de jeunes qui vont partir, aujourd'hui on parle de mobilité, mais c'est une sorte de mobilité qui s'est créée au XIXe siècle. On va donc avoir une grande partie des générations, une grande partie des jeunes qui vont partir, qui vont se séparer géographiquement de la génération précédente, alors que jusque-là, chacun vivait à proximité, chaque génération vivait à proximité des générations précédentes. Il n'y avait pas d'autre modèle à disposition. Et ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ces relations intergénérationnelles, c'est que à l'époque, sur une société traditionnelle, quand on voulait savoir comment il fallait vivre, on regardait comment les générations précédentes vivaient. Aujourd'hui, c'est différent. On se demande comment on vivra demain en regardant les jeunes générations. Donc, on a inversé notre regard sur les relations, sur la manière de vivre, sur les styles de vie en fonction des générations. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la question intergénérationnelle, elle ne surgit pas au XXIe siècle. On n'a pas créé ce phénomène. Son évolution s'inscrit dans des temps sociaux très longs, et notamment au moins les 2 siècles précédents. Troisième élément sur cette question des faits historiques, il y en aurait bien d'autres, mais on ne peut pas. Voilà, le passage des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes sur la place des personnes âgées dans la société, mais on n'a pas le temps de le développer. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, en 1900 précisément, l'espérance de vie est de 45 ans. En fait, elle est de 43 pour les hommes et 45 pour les femmes, peu importe. En tout cas, encore une espérance de vie qui ne permet pas de côtoyer longtemps la génération des grands-parents. Qui plus est, au début du XXe siècle, il y a bien des solidarités, ce qu'on appelle des solidarités forcées, comme le disent les sociologues de la famille. Et il y a donc des tensions sur ces solidarités forcées ou ces solidarités organisées. Donc, là encore, très bien, on se trouve bien avec 2 générations. Je rappelle quand même que, bien sûr, il y avait des gens qui vivaient longtemps sur les siècles précédents. Et je rappelle aussi que les gens qui vivaient longtemps, c'était soit des aristocrates, soit des ecclésiastiques. En principe, les ecclésiastiques n'avaient pas de descendance. Et donc, chez les aristocrates qui représentaient une très petite minorité de la population.
Donc, autrement, en milieu ouvrier ou en milieu agricole, on vivait de manière assez courte. Donc, il faut revenir déjà sur cette idée reçue, hein, parce que c'est à la fois des préjugés et des idées reçues, c'est que on a tendance à attribuer aux conditions sociales et aux mentalités actuelles ce qui a déjà été largement bouleversé finalement par des changements dont nous ne sommes que les héritiers. Nos manières de vivre, les nouvelles technologies, les mobilités, je viens d'en parler à propos de la révolution industrielle, la manière d'habiter. Hein. Parce que quand au 19e siècle, beaucoup de gens migrent, on va se mettre à habiter dans des espaces beaucoup plus restreints, contrairement à la maison familiale qui était souvent une maison agricole en même temps. Et puis, on va aussi être amené à travailler différemment. Faut-il rappeler, puisque souvent on stigmatise les générations jeunes autour du travail, faut-il rappeler que ce n'est pas les jeunes générations aujourd'hui qui ont fait voter les 40 heures, c'est 1936, ce ne sont pas les générations jeunes aujourd'hui qui ont fait voter les 35 heures, c'est l'an 2000, voilà, et on pourrait parler de 1919 où on travaillait, où le temps de travail était de 48 heures et où on avait voté une loi pour que les enfants de 8 à 12 ans ne travaillent pas plus de 8 heures par jour. Donc, nous voilà donc avec un historique, peut-être qu'il y aura des questions, mais je vais au plus court. Hein. Nous voilà donc avec un historique qui montre que la question intergénérationnelle, elle s'est fabriquée petit à petit, hein, à la fois à travers des éléments sociaux, mais aussi à travers ce phénomène extraordinaire qui est que nous sommes dans une société où on vit extrêmement longtemps et on n'avait jamais fait ça avant. Donc, dans la société moderne, nous sommes dans une société moderne, dans la société moderne, le changement, c'est la règle. Voilà. Une société moderne, c'est une société qui change tout le temps, ce qui d'ailleurs nous épuise un peu, il faut bien le dire, hein, puisque on est toujours avec de nouvelles machines, de nouvelles choses, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles conceptions, etc. Hein. Et si dans une société moderne, c'est le changement qui prime, eh bien, le changement, il est amené par quoi? Il est amené par les nouvelles générations. Donc, la société moderne, elle valorise, j'ai même envie de dire, mais c'est une question sur laquelle on peut discuter, hein, on peut dire qu'une société moderne, elle impose le changement aux nouvelles générations. Des nouvelles générations qui ne seraient pas créatrices de nouveaux modèles, de style de vie, de musique, d'architecture, etc., on la trouverait extrêmement passive. Des nouvelles générations qui sont très actives dans la créativité, hein, sur tous les aspects, eh bien, c'est des générations qui nous obligent, nous, générations plus anciennes, hein, à nous mobiliser de manière différente. Dans une société traditionnelle, c'est très simple. La tradition, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. C'est les coutumes ancestrales, hein, qui sont incarnées par les plus âgés, qu'il faut suivre et qu'il faut simplement reproduire. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la société traditionnelle et une société moderne comme la nôtre? Eh bien, c'est que c'est la liberté, c'est l'autonomie, en fait. C'est-à-dire que la liberté individuelle, l'autonomie, permet d'apporter une diversité, une créativité, j'en parlais tout à l'heure, sur des attitudes, des comportements, des styles de vie, une manière de penser la société, hein, qui se mobilise de manière différente à chaque génération. Le deuxième élément qui est important par rapport aux liens intergénérationnels, aux liens générationnels, c'est que dans une société moderne, parce que l'intergénération nous parle des liens sociaux et nous parle aussi, et heureusement Anne interviendra après moi autour de la question de la solitude et de l'isolement notamment, dans le cadre des relations intergénérationnelles. Dans une société moderne, l'anonymat, c'est la règle. Moi, la plupart des gens que je rencontre, hein, et si on se voyait aujourd'hui, si on était dans une salle de conférence au lieu d'être devant un écran où je ne vous vois pas, hein, je suis à peu près certain que la centaine de personnes qui suit cette visioconférence, que je n'en connais pas une seule. Hein.
Quand je vais aller faire mes courses tout à l'heure, hein, cet après-midi, que j'irai au supermarché qui est au bout de ma rue, eh bien, je vais voir des gens dont je ne connaîtrai à peu près personne. Peut-être j'en rencontrerai une ou deux, etc. Donc, une société moderne, une société urbaine, c'est une société anonyme. Je suis censé ne connaître à peu près personne. Et donc, la reconnaissance, c'est une pépite. Or, c'est là où on est dans une question tout à fait particulière, c'est que partager un espace de vie, c'est-à-dire partager un espace de vie sur un territoire. Moi, j'habite un petit bourg à 20 km de Bordeaux, je sais pas, c'est 2500 habitants, je pense. Je ne connais qu'une toute petite partie des gens qui habitent là, même si les différences sont un peu moins marquées que lorsque je vivais en territoire hyper-urbain. Donc, ça interroge la question de la communauté. De quelle manière je vais être en lien avec les autres sur un territoire où je ne connais qu'une partie des gens? Et en même temps, j'en rajoute un peu, c'est-à-dire que ben moi, enfant, j'ai joué avec des enfants de mon âge. Ensuite, j'ai été scolarisé avec des enfants de mon âge. Ensuite, j'ai fait du sport avec des jeunes de mon âge. Je rappelle d'ailleurs que dans le sport, on a des catégories bien précises, benjamin, minime, cadet, etc., etc. Hein. Il n'y a que au moment du travail, j'étais à la fac, et à la fac, pareil, il y avait bien des gens qui sortaient un peu des âges habituels, mais enfin, on était globalement, pour la majorité des gens qui étaient là, on était du même âge. Donc, en fait, la société, elle est organisée, j'y reviendrai là-dessus, elle est organisée par génération. Et donc, en dehors de la famille, où je suis en relation avec des générations différentes, ascendants et descendants, eh bien, en dehors de la famille, mes reconnaissances, les gens que je connais, c'est plutôt, quelquefois essentiellement, des gens de ma génération. C'est-à-dire que le lien social, il est organisé en intragénérationnel. Pas parce que je le veux, mais parce que la société m'a construit un peu comme ça. Donc, on va pouvoir en venir à, pardon, parce que j'oublie toujours de passer mes diapos. Voilà, donc dans une société moderne, la valeur centrale du changement, dans une société moderne, l'anonymat est la règle, dans une communauté traditionnelle, tout le monde se connaît, on se repère facilement, donc on est plus facilement en lien avec les autres générations. Qu'est-ce que c'est qu'une génération? On va repartir de l'âge. L'âge, ça exprime des différences, qui parfois semblent aller de soi d'ailleurs. Quand on dit, ben oui, mais elles n'ont pas le même âge. En clair, ce qu'on dit, c'est que c'est normal qu'elles soient différentes. Ou on peut dire aussi, tiens, malgré leur âge, ils s'entendent bien. Donc, sous-entendu, il y a bien une différence, mais une différence qu'on peut gommer, on peut dresser des ponts. Donc, le terme de génération, par rapport à l'âge, il est un peu différent parce qu'il induit quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une rupture plus forte qu'avec l'âge. C'est d'ailleurs fabuleux parce qu'on entend des formules extrêmement étranges. Je suis désolé de vous le dire. Quand moi j'entends des gens dire « oui, mais ils sont d'un autre temps ». Oh, d'accord, c'est des voyageurs spatio-temporels. Ils sont d'un autre temps. Ils ne sont pas de la même époque, mais ils sont là, ils sont vivants quand même. Ah oui, d'accord, encore un paradoxe. Donc nous pouvons être des contemporains et d'un autre temps. Ah, ça c'est fabuleux comme truc. Génération et âge ne sont donc pas synonymes. Si je dis à 12 ans, on est éveillé, je parle de l'âge et on peut avoir 12 ans aujourd'hui, avoir eu 12 ans il y a 50 ans, à 12 ans, on est éveillé. Mais par contre, si je dis aujourd'hui, à 12 ans, on est éveillé, là, ça veut dire qu'il y a une différence. C'est-à-dire qu'il
les jeunes qui ont 12 ans aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les jeunes qui avaient 12 ans il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 80 ans, etc. Donc c'est pour ça que la question de l'interâge et de l'intergénération, c'est pas tout à fait la même. On a un âge et on est d'une génération. L'âge, ça exprime le fait que on traverse le temps, ou si vous préférez, qu'on est traversé par le temps, c'est comme vous voulez. La génération, ça signifie qu'on fait partie, qu'on est un chaînon, un maillon d'une chaîne humaine. Une chaîne humaine qui ne s'est jamais arrêtée. D'accord? Donc c'est pas du tout la même chose. Le regard qu'on peut porter sur l'âge et le regard qu'on peut porter sur la génération, c'est pas tout à fait la même chose. On a tous 2 identités générationnelles, hein. Ben oui, moi j'ai une identité générationnelle dans ma famille, c'est la filiation, hein. Voilà. Donc, je suis effectivement le fils et le petit-fils de et cetera et cetera. Mais en même temps, je suis aussi, le père et le grand-père de et cetera et cetera. C'est-à-dire que l'identité générationnelle dans la famille, elle change pas d'une certaine manière, mais elle s'enrichit. Elle s'enrichit en fonction des générations qui viennent, compléter, avec de nouveaux maillons, la chaîne de la vie. Hein. Très bien. Ça c'est voilà. Mais en même temps, je suis aussi d'une génération, je vais prendre un terme qui est le terme habituel, hein, qu'on appelle génération socio-historique. Je suis d'une génération socio-historique. Il y a des générations, on va en parler plus précisément, la génération smartphone, la génération bobo, la génération de 39-45, etc. Là, par contre, je fais partie d'une génération socio-historique. Mon identité générationnelle, de ce point de vue-là, elle ne changera jamais. Je serai toujours un enfant de telle génération. Donc on a effectivement ce jeu, des 2 générations. Bien sûr, dans la famille, on peut avoir aussi un mélange de générations beaucoup plus compliqué, hein. C'est-à-dire moi, par exemple, j'ai des frères des frères et sœurs, mais des frères qui ont, 50 ans de différence. Hein, c'est-à-dire, certains qui sont plus vieux que moi, oui, c'est possible, et puis des beaucoup plus jeunes que moi, et puis avec des mélanges de générations, c'est normalement, on devrait avoir, une fratrie qui fait des enfants, qui fait des enfants, qui a des enfants à peu près le même âge, et cetera. C'est de moins en moins vrai, d'abord parce qu'il y a des familles, ce qu'on appelle des constellations familiales. Moi, j'ai un frère, qui est né le même jour que ma fille. Voilà. Et une troisième femme de mon père, qui est plus jeune que ma sœur aînée, mais vous réfléchirez après. Donc, on peut avoir des mélanges générationnels à l'intérieur de la famille qui brouillent un peu les pistes par rapport aux générations telles qu'on se les a imaginées, jusqu'au début, à la moitié de ce XXe siècle. Donc, qu'est-ce que c'est que ces générations socio-historiques? C'est bizarre ce truc quand même. Est-ce que mon âge ne suffit pas pour exprimer ma place dans la société? Eh ben non, c'est pas la même chose, hein. En fait, l'idée de génération socio-historique, c'est l'idée que, vous allez voir, ça va nous poser quelques problèmes pour, l'intergénérationnel, hein. C'est que au moment où on est adolescent, on va vivre des événements socio-historiques, hein, des événements culturels, heu c'est-à-dire, et ce moment de l'identité, et ce moment de l'adolescence, c'est un moment clé de l'identité, du stade identitaire. C'est-à-dire, c'est au moment où je construis mon identité, l'adolescence. Et c'est au moment où je construis mon adolescence que je traverse aussi des phénomènes, des événements sociaux, et cetera. Prenons l'exemple, à nouveau de la guerre, du téléphone portable, du mur de Berlin, des premiers pas sur la Lune, je sais pas moi, ce que vous voulez, hein. Je pense par exemple, au Covid, hein, voilà, qui est un phénomène qui nous intéresse. Est-ce que ça fait une génération Covid avec des générations d'adolescents qui ont vécu cet événement-là, hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si au moment où je suis adolescent, il se passe des phénomènes, particuliers, je pense à la guerre en Ukraine aujourd'hui, ou une instabilité mondiale, et cetera. Pour des adolescents, ça peut être vécu effectivement comme quelque chose de profondément identitaire finalement. Se construire à ce moment-là, c'est pas rien, hein.
Et donc, ça va engager une mentalité particulière. Ça va engager des modes de comportement, d'attitude, ça va engager une façon de penser, ça va engager une vision originale du monde. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va engager une vision originale du monde. Hein. Je vais prendre 2 exemples qui, je pense à Marthe que je vais voir de temps en temps, qui a fêté ses 90 ans le mois dernier. Hein. À chaque fois que je discute avec elle, elle revient sur sa préadolescence, donc la guerre, 39-45, hein, où elle me dit sans arrêt: «Mais à ce moment-là, tout a changé». Voilà. C'est ça une génération socio-historique. C'est que sa manière de penser sa place dans le monde, elle s'est fabriquée à ce moment-là, au moment où elle se fabriquait une identité. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle a été travailleuse sociale toute sa vie. Et ça a bouleversé, ça a à la fois bouleversé et construit sa manière d'être au monde. Je pense à une autre, on faisait à la fac des opérations de mémoire collective, on interviewait des personnes âgées, et je me rappelle, ça m'a beaucoup frappé, une octogénaire qui revenait sans cesse sur le fait qu'elle avait, elle avait vu, elle avait vécu ce moment où on avait installé l'électricité dans la maison familiale. Un moment fabuleux, imaginez, passer de la bougie, à l'électricité, ou d'ailleurs elle racontait une anecdote en disant qu'il y avait que son père qui avait le droit de toucher à l'interrupteur et lui il pensait que ça durerait pas. À chaque fois qu'il appuyait dessus, il disait: «Ça durera pas, c'est pas possible». Voilà, et donc ces 2 personnes âgées, quand elles en parlent, elles disent: «De mon temps». Hein. Et là, on sent bien qu'il y a ce petit point d'ancrage identitaire à partir duquel elles se sont fabriquées. Finalement, l'électricité en soi, c'est quoi? C'est un monde nouveau, c'est une autre manière de vivre. Hein. Et c'est ça qui a frappé cette femme. Et cette femme octogénaire, quand on l'interviewe, elle est dans un univers domestique où tout est électrique, ça lui pose aucun problème. Elle ne s'est pas arrêtée à ça, mais elle s'est construite à partir de ça. Et donc, on comprend bien effectivement, et on peut avoir cette impression de génération à travers des événements, même sans avoir 80 ou 90 ans. Hein. Moi, j'entends des gens de 30 ans déjà dire oui, mais attendez, non, de mon temps, voilà. Hein. Et c'est effectivement de voir les générations suivantes qui ne vivent pas, qui ne pensent pas, qui n'écoutent pas la même musique, etc. Voilà, je pense à mes 2 filles préadolescentes qui discutaient un jour, dans la véranda, et puis, l'une qui dit à l'autre: «Mais non, mais tu connais pas cette musique, c'est pas de ta génération». Voilà. Et donc effectivement, à 2 ans d'intervalle, on n'écoute plus déjà, les mêmes chanteurs, les mêmes groupes, et cetera. Donc, notre vision du monde, elle n'est pas donnée par l'époque, elle est donnée par notre inscription générationnelle au sein de l'époque. Nous sommes tous des contemporains, on est tous là, vivants, à la même époque, hein, mais nous avons des visions décalées, hein, par rapport à nos vécus générationnels. Et c'est ça qui est important dans l'intergénération. C'est ça, c'est pas le fait de venir faire, moi bon, c'est bien, c'est sympa de faire des goûters dans un EHPAD avec des enfants scolarisés, c'est super, très bien. Enfin, pour moi, c'est pas de l'intergénérationnel. C'est un moment de plaisir, d'être ensemble, etc. Et donc, cette question de construction générationnelle, elle amène quoi? Elle amène que mes modes de vie, ma manière de penser, voilà, ça amène des définitions différentes, comme dit un sociologue Bourdieu. euh, Finalement, Bourdieu, il dit, on a des définitions différentes de l'impossible, du possible et du probable, selon les générations. C'est-à-dire chacun trouve que ses manières de vivre, ses aspirations sont naturelles, raisonnables, voilà, ça pose pas de souci. Hein. Mais en même temps, pour les autres générations, la manière dont je pense les choses peuvent être impensables ou scandaleuses. Hein. On va prendre deux exemples très idéologiques. Hein, génération les plus, le fait de se séparer en matière de couple, de divorcer, etc. Hein. Moi, j'ai souvent entendu sur les générations les plus âgées en disant
Enfin, de notre temps, quand ça marchait mal, on ne se séparait pas comme ça à chaque fois que ça marchait mal, on restait. Hein. Donc, on peut imaginer, avec ce regard-là, de dire, non, vos manières de vivre le couple sont, pour reprendre la formule, impensables, un peu scandaleuses quand même. Pourquoi se séparer à chaque fois, etc. Mais si je prends les générations les plus jeunes, elles vont penser la même chose des générations les plus âgées en disant, mais attendez, vous entendiez plus, vous dites que vous n'aviez plus grand-chose à échanger, mais vous restiez quand même ensemble. Impensable, scandaleux. Hein. Ou je peux prendre l'éducation des enfants. Hein. Chaque génération trouve que la génération suivante, ça laisse à désirer hein, quand même. Hein. Bon, nous, suivant la formule, on recevait, ouais, on se prenait des claques et alors ça ne nous a pas traumatisés. Mais non, ça ne nous a pas traumatisés parce qu'on pensait la chose de manière différente. Hein. Mais à l'envers, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer, je l'ai vu dans la rue, hein, avec une mère à bout de souffle qui donne une gifle à son fils, tout le monde s'arrête sur le trottoir. Donc, on ne pense pas les choses, on ne les vit pas de la même manière. Et donc, ça nous amène à la question de ben, c'est quoi, comment on va faire alors pour l'intergénération? Qu'est-ce que c'est que l'intergénération? Comment on va faire pour vivre ensemble, pour travailler ensemble, pour se projeter ensemble, pour imaginer demain ensemble? Hein. Alors ensemble, ça veut dire quoi? Ben, il y a du plurigénérationnel. Quand je suis dans la rue piétonne, ben, il y a toutes les générations. C'est pas de l'intergénérationnel. Hein. Donc, je t'ai mis un petit voilà. Donc ça, c'est du plurigénérationnel, l'idée de la rue piétonne ou de la manif. Hein. Il y a le transgénérationnel qui est ce qui se transmet avec des générations vivantes, mais aussi qui nous a été transmis par les générations qui ont disparu. Hein, voilà. Et puis l'intergénérationnel, c'est quoi? L'intergénérationnel, c'est effectivement l'idée qu'on est dans un système de relations croisées, d'échanges entre générations. C'est une dynamique sociale, l'intergénération. C'est pas simplement le fait de manger ensemble ou etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant, hein, et pas simplement entre les deux générations nécessaires pour que la société se reproduise, hein, mais à travers 4 générations aujourd'hui. Je rappelle 2 millions d'arrière-grands-parents aujourd'hui en France. Donc ça c'est vraiment un élément fondamental. Du coup, on voit bien que l'intergénérationnel, ça nous amène à 2 choses qui semblent contradictoires. Ça nous amène à une notion de continuité. Ben oui, il faut 2 générations, je vous l'ai déjà dit au moins 3 fois, avec un petit humain, ce qui n'est pas le cas dans toutes les espèces. Hein. Il y en a certains qui pondent et puis qui s'en vont. Le petit humain, il est immature et donc il a besoin, ça impose une coprésence de 2 générations sur une longue durée. Hein. C'est d'ailleurs la spécificité de l'être humain par rapport aux autres, aux bonobos et aux chimpanzés. Voilà. Aujourd'hui, on considère que le cerveau est mature à peu près aux alentours de 25-26 ans. Hein. Voilà. Donc, il faut un quart de siècle pour que la maturité du cerveau soit à son optimum. Donc, ça veut dire qu'il faut être accompagné par la génération précédente. Si vous ne l'êtes pas, je pense notamment aux enfants sauvages, par exemple, ben, vous n'aurez aucune relation symbolique, aucune capacité d'apprendre le langage, etc., et un développement de l'intelligence minimale uniquement pour survivre. Donc, on a besoin de la génération précédente. Et la 3e génération et la 4e, c'est du luxe extraordinaire dans notre société à grande longévité. Donc, voilà. En même temps, je l'ai déjà dit aussi, l'intergénération, c'est de la continuité dans la mesure où il faut transmettre des choses. On est là pour, nous sommes des héritiers des générations précédentes, mais nous avons besoin aussi de transmettre des valeurs, des connaissances pratiques, domestiques, religieuses, je vous ai mis, cosmologiques, environnementales, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut transmettre d'une génération à l'autre, hein, mais en même temps qui est modifié, réélaboré par les générations suivantes, de génération en génération, avec une société qui continue d'évoluer. Alors, certains penseront plutôt bien, d'autres penseront plutôt mal, hein, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas avec effectivement une continuité. Et puis, l'intergénération, ça pose la question de la discontinuité.
cette longévité fabuleuse qu'on a fabriquée par la qualité de vie, par la prévention, par voilà, pas simplement comme certains le pensent uniquement à travers quelque chose de génétique, hein, parce qu'on sait très bien que les sociétés peuvent perdre beaucoup d'années d'espérance de vie à certaines périodes moins fastes au niveau économique, par exemple. Donc, la discontinuité, c'est la longévité exceptionnelle. Notre société est une société qui fabrique des générations. Hein. Je parlais de 2 millions d'arrière-grands-parents, mais en même temps, c'est donc une fabrique de différences aussi. Plus il y a de générations, plus il y a de différences à associer. Et donc, on se trouve dans une situation où ce mélange de générations qui n'a jamais, j'insiste lourdement parce que on lit l'histoire à l'envers quand on parle de l'intergénération. J'en ai un peu assez autour de ça, c'est-à-dire on part de l'idée qu'il y a eu des périodes fastes et qu'aujourd'hui on est dans une période faste. Non, on est dans une période où on s'interroge sur l'intergénération. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'inventer l'intergénération. Elle n'est pas en train de se déliter, on est en train de l'inventer. Jamais on n'a vécu entre adultes 3, voire 4 générations. Jamais. C'est jamais arrivé. Donc, c'est pas que l'intergénération va mal, c'est qu'on est en train de bricoler, parce qu'on est en train de découvrir un monde nouveau autour du fait d'être ensemble, adultes, et d'essayer de continuer à construire la société avec 3 ou 4 générations. Donc, il n'y a pas de, voilà, il y a pas nécessairement de délitement, mais en même temps, on est aussi très inquiet par la question du lien social en général, qui se reporte finalement sur la question intergénérationnelle. Je repense au Covid parce que on s'est aperçu avec la Covid que les liens sociaux, c'était un luxe fabuleux et un besoin fondamental. Moi, je compare le lien social à l'eau courante. C'est quand on n'a plus d'eau au robinet que d'un seul coup on s'aperçoit du luxe au quotidien que l'on a. Ben, ça a été la même chose avec la Covid. On s'est aperçu d'un seul coup que sans liens sociaux, ce qui nous paraissait tellement évident, on s'est aperçu d'un seul coup quand il y avait quasiment plus de liens sociaux, comme le robinet qui s'arrête, que d'un seul coup on ne pouvait pas vivre sans. Eh bien, si vous reportez cette question à l'intergénérationnel, c'est un peu la même chose. On est en train de mettre de l'eau courante autour de cette question intergénérationnelle et on essaye de s'en débrouiller. C'est normal, c'est tout jeune, c'est tout nouveau. Alors, bien sûr, on nous parle autour du lien social, on nous parle aussi de l'individualisme. J'en ai un peu assez aussi, mais bon, voilà. C'est fabuleux, l'individualisme. Moi, je trouve que c'est le miracle d'explication à tout. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on dit c'est l'individualisme. Mais en même temps, ça me pose un problème, comme pour les autres points que je vous ai développés tout à l'heure, c'est que personne ne se réclame de l'individualisme. Je vois très peu de gens qui disent « moi, je suis un individualiste ». Mais en fait, pour que ça marche, il faudrait que nous le soyons tous. Bon, bizarre aussi comme truc, ça. Donc, non, l'individualisme, ce n'est pas des décisions individuelles de comportement et d'attitude. Ça, j'appelle ça de l'égoïsme, moi. Mais l'individualisme, c'est une évolution sociale. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, nous vivons, depuis 1789 notamment, nous vivons comme des individus libres. Je fais ce que je veux. J'essaye du moins. J'essaye de vivre le plus librement possible et je vis le plus librement possible mes réseaux relationnels. Je les construis comme j'en ai envie, à travers des négociations, à travers des contrats moraux, à travers voilà, tout un tas de choses. J'ai une marge de liberté pour pouvoir construire, ce qui n'est pas le cas dans une société traditionnelle. Donc, l'individualisme, ce n'est pas un déclin des liens sociaux, c'est un choix de relations électives. Voilà, c'est essentiel. C'est essentiel pour comprendre comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de la famille, ce qui n'est pas envisageable dans une société traditionnelle, je vais décider que je ne serai plus en relation avec mon frère, je vais décider que je ne serai plus en relation avec ma mère, je vais décider que je ne serai plus en relation avec tel cousin parce que ça m'ennuie profondément et que je trouve qu'on n'a pas les mêmes valeurs et qu'on n'a rien à partager, etc. Mais ça ne veut pas dire que je m'isole.
Ça veut dire simplement que je reporte une partie de mon temps relationnel, de mes liens sociaux, sur d'autres personnes avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus, hein, et ça va être vrai à l'intérieur de la famille, comme ça va être vrai dans la vie sociale en général. Hein. Donc je choisis. Hein. Et en même temps, c'est là où ça va nous poser un problème, c'est que je choisis aussi du coup mes solidarités. Hein. Avant, j'étais obligé d'être solidaire vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui étaient autour de moi. Aujourd'hui, ce devoir, ces obligations, même s'il y a encore des obligations légales hein, pour l'obligation alimentaire, mais je choisis les personnes. Je peux être très peu solidaire avec des membres de ma famille et je peux être extrêmement investi finalement dans des solidarités associatives, humanitaires, etc. Donc je ne suis pas moins solidaire, je suis solidaire électif. C'est ça l'individualisme, c'est de choisir effectivement la manière dont je suis en relation et ce que je suis prêt à donner aux uns et aux autres en fonction de mes appétences hein, et de mes atomes crochus et des choses qui me touchent. Donc, la dynamique sociale, elle n'est pas nécessairement en voie de disparition. Elle s'est modifiée fondamentalement hein, à travers les choix des individus et pas simplement à travers des logiques sociales. Moi, si je regarde dans la famille, qu'est-ce que je vois hein, sur les liens intergénérationnels? Ben, je vois des enfants et des grands-parents qui n'ont jamais eu autant de liens. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sociologues de la famille. Hein. Donc, jamais les gardes ont été aussi importantes, jamais le temps partagé n'a été aussi important entre les grands-parents et les petits-enfants. Et le terme de garde, d'ailleurs, à mon avis, est un peu limitatif. Hein. Il vaudrait mieux parler de transmission de valeurs. Je me souviens à l'Université du Temps libre de Bordeaux que je dirigeais, quand les retraités disaient non, non, attendez, moi je ne me mêle pas de l'éducation de mes petits-enfants hein, parce que je ne veux pas avoir d'ennui avec mes enfants. Mais en fait, c'était des menteurs, c'était des gros menteurs, parce qu'en fait, ils s'en occupaient parce qu'à chaque fois qu'ils parlaient à leurs petits-enfants, ils transmettaient des valeurs, des manières de penser, différentes d'ailleurs, ce qui rend les enfants intelligents. Si les grands-parents disent la même chose que les parents, c'est un peu embêtant. Si les grands-parents disent des choses un peu différentes, ça rend les enfants plus intelligents parce que ça leur apprend la différence. Et toute la question de l'intergénération se joue là-dessus, comme vous l'avez compris. Voilà. Donc, ça m'embête qu'on fasse payer la diminution, le déclin des liens sociaux à l'intergénération. Et vous n'aurez pas manqué de remarquer, avec votre sagacité habituelle, qu'on interroge les liens intergénération par rapport au déclin, mais est-ce qu'on interroge les liens intragénération de la même manière? Pourquoi on ne les interroge pas? Pourquoi, quand il y a de la solitude et l'isolement, on ne parle que des liens intergénérationnels et pas des liens intragénérationnels? C'est curieux, non? Bon. Donc l'intergé, moi je la vois plutôt bien dans la famille, on garde les enfants plus longtemps, on a des relations avec ses grands-parents. Voilà, dans les associations, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus d'associations qui regroupent le plus d'âge de la vie dans la mesure du possible. Dans le milieu professionnel, on travaille entre 18 et 65, 67 ans. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, on a effectivement plusieurs générations qui sont présentes. Même dans les sites professionnels où on est censé avoir des générations très spécifiques, je pense au milieu scolaire, par exemple, on a quand même des profs qui ont entre 22 ans et même des fois un petit peu plus jeunes, et 65 ans, 67 ans éventuellement. Et on a des enfants qui ont entre 2,5 et 25 ans, ça dépend si on est à la fac ou si on est à la crèche. Donc on est bien sur du lien on est bien sur des relations intergénérationnelles. Hein. Donc, en EHPAD, c'est pareil. Hein, voilà, donc entre 60 et 100 ans, c'est ce que j'avais à l'Université du Temps libre. Moi, j'avais 3 générations. On faisait de l'intergénérationnel. 40 ans de différence entre les plus jeunes et les plus vieux, c'est-à-dire la différence entre des jeunes adultes et des jeunes retraités. Donc, ce qui devrait nous faire réfléchir, c'est que, en fait, la sphère de l'intergénérationnel où les choses sont un peu plus compliquées ou un peu moins présentes, en tout cas l'intergénérationnel est moins présente, c'est ce qu'on appelle les groupes affinitaires, c'est vos amis, c'est vos relations personnelles. Hein. Voilà, on est plutôt en intragénérationnel dans nos relations personnelles, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur la manière dont on s'est construit à travers des codes culturels, des habitudes de vie, des références historiques et une organisation sociale aussi qui nous... Donc en fait, on pourrait dire que la structure sociale contraint aux relations intergénérationnelles,
puisque quand je vais travailler, je suis avec des gens, c'est pas moi qui choisis l'âge des gens qui sont là. Quand je vais dans une association, je choisis pas, enfin, je peux choisir l'association, mais je choisis pas nécessairement les gens qui sont là, hein, alors que l'individu, lui, restreint ses relations. J'aimerais bien qu'on en reparle de ça. Donc, si on est effectivement interpellé aujourd'hui par la question intergénérationnelle, c'est justement parce qu'on est dans un phénomène nouveau. Et moi, ce que je trouve absolument fabuleux, et je le dis vraiment, je pense profondément, c'est d'imaginer aujourd'hui que nous sommes les premières générations où on est des grands-parents qui peuvent discuter avec des petits-enfants adultes. C'est-à-dire, non pas simplement avoir une relation affective, hein, mais avoir une relation intellectuelle, de réflexion avec des petits-enfants qui peuvent avoir un mot à dire sur leur style de vie, sur la manière de vivre, sur la manière dont ils voient la société, voilà. Et je trouve que ça, je pense à un documentaire de Noël Châtelet qui s'appelle Passion grand-mère, et où on voit ces grands-mères avec leurs petites filles, hein, qui bataillent, notamment, je pense à une grand-mère dans ce documentaire, une féministe convaincue, etc., qui, voilà, par rapport à sa petite fille. Je trouve que c'est un événement majeur, hein. Et effectivement, quand on est avec des petits-enfants, des petits-enfants, hein, voilà, encore en bas âge, bah, c'est une relation affective, mais c'est pas une relation intergénérationnelle, c'est une relation grands-parents, petits-enfants, parce que l'enfant, lui, il n'a pas encore la conscience et la construction d'une génération, hein. Il n'a pas ça à nous proposer, c'est de l'interage, si vous voulez, hein. Mais là, avec des adultes, là, il faut batailler avec nos petits-enfants, éventuellement d'ailleurs avec nos arrière-petits-enfants pour ceux qui y arriveront. Comme on fait des enfants de plus en plus tard, la 4e génération va disparaître. Donc, voilà, c'est ça l'intergénération, c'est le fait d'être dans une société plus complexe, en relation intergénérationnelle, mais franchement, plus vivante, hein. C'est-à-dire une acculturation, hein. Donc, il va falloir les objets les enjeux de l'intergénération, c'est ça, c'est équilibrer l'accès à la qualité de vie, c'est s'entraider, c'est continuer à faire société. Voilà, la question du critère de qualité de vie, c'est quelque chose de fondamental. Nous n'avons pas, en fonction des générations, les mêmes critères de qualité de vie. Merci Et beaucoup, donc, Jean-Jacques. Excusez-moi, un petit instant, parce qu'il nous reste 10 minutes d'intervention et je sais que vous avez encore pas mal de contenu à nous faire passer. Donc, c'est extrêmement intéressant. Mais je vous demandais, s'il vous plaît, de pouvoir peut-être passer à la diapositive suivante. oui, ben Merci beaucoup à vous. j'en suis beaucoup plus loin, voilà, pour les familles. Et les enjeux de l'intergénération, je viens de les dire, voilà, faire société, apprendre à vivre ensemble avec nos différences, s'entraider, se sentir protégé, équilibrer l'accès à la qualité de vie. C'est d'ailleurs voilà, les retraités qui vivent en centre-ville, etc., qui laissent pas la place aux jeunes, etc. Le brassage des générations, nous protéger par nos différences, et puis sortir de politiques compartimentées. Si vous allez dans une municipalité, vous avez l'élu chargé des enfants, l'élu chargé des jeunes, l'élu chargé des retraités, l'élu chargé du grand âge. Ça pose quand même un problème parce que la société est fragmentée, hein, et nous oblige à penser un peu à travers des discontinuités générationnelles. Voilà. Donc, je n'ai pas passé mes diapos, mais j'ai quand même bien avancé. Voilà. Donc, on va se trouver pour conclure avec 2 difficultés. La première, mais je viens déjà de l'aborder, donc ça va être rapide, hein. La première, c'est que on vit pas, nous sommes tous des habitants du temps, mais toutes les générations ne vivent pas dans les mêmes replis du temps. Moi, si je sors de chez moi à 8 heures, si je sors de chez moi à midi, si je sors de chez moi à 16 heures, si je sors de chez moi à 20 heures, je ne rencontre pas les mêmes personnes. Nous sommes tous des habitants du temps, mais nous ne vivons pas dans les mêmes replis du temps. Quand je prenais le train, le Bordeaux-Paris à 6h30 et celui à 10h30, c'était pas le même train. Deuxièmement, les espaces sociaux sont marqués par les générations. On ne vit pas nécessairement dans les mêmes espaces. Les quartiers ont des identités générationnelles, le milieu rural, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde le sait, etc. Et puis aussi les facettes économiques. Dans la mesure où on a des tarifs préférentiels, hein, ben oui, on va retrouver les seniors en septembre sur des résidences de loisirs, mais on verra les familles en juillet, en août, etc. Donc, on est aussi mobilisé de manière différente en fonction des générations. Et puis, deuxième élément, mais j'ai déjà fait largement allusion, c'est la question des stéréotypes, hein, voilà, j'aime bien les formules jeunes et vieux.
l'impact du stéréotype sur l'intergénération, non mais attendez, c'est quoi ces barbarismes-là dis-moi, voilà, la nouvelle forme d'astrologie. Dis-moi à quelle génération tu appartiens, je te dirai comment tu te comportes. Mais à l'intérieur d'une génération, il y a des tas de gens qui se comportent de manière radicalement différente. Hein. Il faut arrêter d'avoir des stéréotypes sur les générations en pensant que, avant même de rencontrer les gens, je les connais. Parce que c'est ça le problème. Hein. Si je me dis, ah ben les jeunes retraités, ils sont comme ça, ben c'est très simple. À chaque fois que je rencontrerai, je n'entendrai de ce qu'il me dit et de ce qu'il raconte de sa vie que ce qui conforte ma représentation et mes stéréotypes. Hein. Donc c'est la même chose avec les jeunes. Hein. Nos stéréotypes se construisent à partir de l'idée que l'on se fait de notre propre génération. C'est comme ça qu'on le construit. Hein. Donc il faut essayer de sortir de ça. Je vais vous le faire à la va-vite. Vous allez voir pour conclure. Hein. Alors les enfants rois nous agacent. C'est vrai, ils sont pénibles. Hein. Les adolescents en opposition à tout, franchement, c'est exaspérant, c'est fatigant. Hein. Les jeunes adultes en rupture de contrat, de couple, d'amis, de travail, de logement, etc., nous filent entre les doigts. Leurs parents, monomaniaques autour du travail, sont aux abonnés absents. Ah, franchement, les jeunes retraités ne pensent qu'à leur jouissance. Ça, c'est terrible. Hein. Et leurs parents, donc quatrième génération là-bas, leurs parents survivants d'un monde qui a disparu, critiquent tout ce qui vient de leurs descendants. Alors vous allez me dire, c'est un peu exagéré. Ah, parce que je les cumule. Mais tout ça, je l'ai entendu des dizaines, des centaines de fois. Hein. Donc on a effectivement mis bout à bout une caricature qui fait que est-ce qu'on est capable de dépasser sa propre pensée, sa propre manière de vivre pour aller vers, je pense à un élément très simple qui est la manière de manger, par exemple, le repas familial à table, le buffet chez les jeunes, le fait de manger par terre, etc. Il y a plein d'études d'anthropologie alimentaire qui sont intéressantes là-dessus. Est-ce qu'on est capable aussi d'accepter qu'on peut manger différemment, qu'on peut vivre différemment, qu'on peut vivre son couple différemment? Hein. Donc, c'est ça qui est essentiellement important. Hein. Et il faut sortir de l'idée qu'on peut fabriquer de l'intergénération. Moi, je pense qu'on peut la favoriser et heureusement, Anne va intervenir derrière moi pour nous montrer à travers cette action de quelle manière on peut favoriser l'intergénération, c'est-à-dire permettre à des générations différentes de tisser petit à petit, parce qu'il faut du temps pour se comprendre, de tisser petit à petit des liens, hein, voilà, même si on n'accepte pas l'autre, mais le comprendre, c'est déjà pas mal, l'autre manière de vivre, je parle. Hein. Donc, en même temps, je rajoute aussi un élément, c'est qu'il faut avoir une raison d'être ensemble. Est-ce que moi, vous me proposez de venir sur une action intergénération, je ne viens pas. Si vous me dites, viens faire telle et telle activité, oui, de l'histoire de l'art, je suis en train de m'inscrire là à la fac sur l'histoire de l'art, parce que ça m'intéresse. Oui, oui, d'accord, je veux bien, même s'il n'y a que des jeunes, ça ne me pose pas de problème, moi. Très bien. Donc, il faut avoir une raison. Qu'est-ce que j'ai à partager? Qu'est-ce que j'ai à partager avec les autres générations? Hein. Je pense quand j'ai mis en place à l'Université du temps libre une activité de roller, on m'a dit c'est n'importe quoi. Non, mais moi, après, les grands-mères qui gardaient leurs enfants le mercredi après-midi, qui me disaient pendant 4 heures, je les regardais faire du roller, maintenant j'en fais avec eux. Ah, ben c'est un peu différent, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Ou quand j'ai mis en place une activité de photo avec un collège et un lycée de développement argentique, avec des gens qui se sont retrouvés, qui avaient 50 ans de différence, mais qui étaient ensemble comme des potes. Hein. Ils avaient quelque chose à partager. Ou comme cette histoire que je raconte souvent, parce que vraiment, elle m'a frappé, avec un grand-père qui va sur un forum à Pessac avec son petit-fils. Et puis, finalement, il me dit, on est allé sur un atelier informatique dans ce forum. Et puis maintenant, mon petit-fils, il a plus de relations avec un ami retraité que j'ai rencontré, donc un ami retraité du grand-père, qu'avec son propre grand-père. Ben oui, mais qu'est-ce que j'ai à partager avec les autres? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres? Hein. Et c'est là où, effectivement, la question est fondamentale. Hein. Sortir des stéréotypes, se dire qu'on peut avoir des choses. Moi, je suis motard, je raconte aussi souvent que c'est une manière aussi d'être en relation avec des tas de générations, immédiatement d'ailleurs. Ah bon, t'es motard aussi, etc. Pof, pof, pof.
on peut discuter, on peut échanger, on peut parler. Ah ben non, moi c'est plutôt de la motoville, mais moi je fais des voyages avec, etc. Voilà. Puis d'un seul coup, on ouvre grand la focale et puis on partage alors qu'on a 20, 40 ans de différence. Quelle importance! Quelle importance! Hein. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'intergénération, mais de la permettre. Hein. Alors bien sûr, on a cette solitude et l'isolement dont je parlais sur le grand âge, qui est vraiment un phénomène effroyable, parce que c'est vraiment un gros problème. Et toute la prévention qui peut être conduite autour de ça est essentielle. Et là, je suis ravi de passer la parole à Anne, hein, sur le service civique Solidarité Senior, qui, à mon avis, dépasse largement les actions ponctuelles qu'on fait habituellement autour de la génération. Moi, j'appelle ça les publics captifs. Vous prenez des gosses, alors ils choisissent pas, c'est une classe, pof, on les amène auprès de retraités qui, eux, les acceptent. Alors, ça se passe bien, ils sont contents, etc. C'est un bon moment. Mais ce que fait le service civique Solidarité Senior, pour moi, c'est vraiment, vraiment de l'intergénération. Des deux côtés, on a des adultes volontaires. Des deux côtés, on a du temps pour se rencontrer, se comprendre, assimiler les différences, tisser du lien. Et ça, voilà, ça devrait être développé un peu plus. Merci. Merci beaucoup à vous, Jean-Jacques Amiot. Bien sûr, on accueillera Anne Berbuteau dans quelques instants. Mais avant cela, un petit point sur l'évolution de la fresque graphique qui, je vous le rappelle, est en production en ce moment même, pendant que nous parlons dans cette salle de visioconférence. Julien qui vous partage votre écran. Alors, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? À quoi ça vous fait référence? Oh, ça me rend triste, je vois des orphelins à 30 ans. Oui, mais vous l'avez évoqué au cours de votre présentation, là, pour le coup. Oui, oui. Sauf que ça rendait pas triste à l'époque parce que c'était la vie. Voilà, non, effectivement, cette évolution sur 2 siècles, il me paraît très important de ne pas imaginer qu'on est en train, et c'est très bien, la question de l'inversion du regard au XXIe siècle sur cette question intergénérationnelle. Peut-être, c'est pas simplement une inversion, c'est aussi finalement euh, une découverte. Une découverte. Vous savez, je reste, parce que ça, c'est un peu plus récent pour moi, sur cette histoire d'adultes qui se rencontrent à travers 3 générations pour parler de la vie, pour parler de la manière dont ils veulent imaginer l'avenir de la société, etc. Je trouve ça absolument fabuleux. Ça met en évidence la difficulté de mettre ensemble pour pouvoir construire quelque chose de commun. Donc voilà. Et donc, effectivement, le règne de l'anonymat, ben oui, on oublie toujours que la question du lien social, ça se fabrique différemment dans une société traditionnelle et une société moderne, une société segmentée. Oui, la société est segmentée. L'histoire du train en fonction de l'heure, je trouve ça, voilà, à chaque fois, ou quand je sors de chez moi, ou d'un seul coup, je vois que des gamins, très tôt le matin, plutôt des retraités qui vont à la boulangerie, dans mon petit bourg. C'est pas les mêmes. C'est pas la même société. Voilà, et ça veut dire, par exemple, moi, quand je dirigeais l'université du temps libre, la difficulté, c'était de dire, je veux toutes les générations, mais à quelle heure? Parce que j'avais des adolescents qui ne pouvaient pas venir en journée. Le lien intergénérationnel, il est à inventer tout à fait. C'est tout à fait ça. Allez, on regardera Faire des choses plus en ensemble. détail cette fresque à la fin de l'intervention également d'Anne Berbuteau. Merci beaucoup Julien, on vous retrouve tout à l'heure. Et merci beaucoup à vous Jean-Jacques Amiot. Pareil, on vous retrouve pour la conclusion de cet événement et la phase des questions-réponses. Et nous allons tout de suite accueillir Anne Berbuteau qui est avec nous en direct dans cette salle. Bonjour à vous Anne. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Anne Berbuteau, je suis responsable régionale pour le service civique Solidarité Senior en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. On passe tout de suite sur votre document de présentation et je vous souhaite une belle intervention. N'oubliez pas de poser toutes vos questions dans le chat en bas à droite de l'écran. À tout à l'heure. Merci. Je vais rebondir sur ce que disait Jean-Jacques. Pour se comprendre, il faut se rencontrer. Et notre société, elle n'est pas forcément faite aujourd'hui sur des espaces où on peut vraiment se rencontrer. Et donc, le service civique Solidarité Senior, c'est un dispositif qui est coporté par l'Agir Carco, qui a été créé il y a 5 ans. Pardon, hop, je n'arrive pas. Qui a été créé il y a 5 ans et qui commence à avoir un impact assez fort. Donc, il y a 444 000 seniors qui ont été accompagnés individuellement ou collectivement depuis 5 ans partout en France, aussi bien dans des établissements, donc dans des EHPAD en résidence autonomie,
mais aussi à domicile sur des visites de convivialité et donc qui ont été accompagnés par 22 000 jeunes qui se sont engagés pour cette grande cause sociétale qu'est le lien intergénérationnel. Il faut savoir que l'isolement, ça touche toutes les générations. Et il y a vraiment un enjeu aussi à se faire rencontrer les générations pour lutter contre cet isolement. Sur le dernier rapport, c'est 7 millions de Français qui souffrent de l'isolement, sans parler de mort sociale, mais qui souffrent au quotidien d'isolement. Pour le dispositif, il a plusieurs enjeux. Il a un enjeu de lutter contre l'isolement donc des personnes âgées. Donc on a, je vous ai mis quelques petites phrases qui ont été ressorties par des personnes âgées et des jeunes, vous verrez juste après. Donc sur une senior qui vit à domicile depuis plus de 90 ans, sur la lutte contre l'isolement. À chaque visite, il nous apporte de la bonne humeur. Cela me permet de discuter et m'aide à égayer mes journées monotones. Donc il y a vraiment cette action, 1, 2, 3 fois par semaine où les jeunes vont rencontrer les seniors pour faire un jeu, pour cuisiner, pour aller se balader et qui permet de rythmer cette semaine. Il y a un autre enjeu, c'est aider au bien vieillir et donc comprendre les changements aussi qui peuvent s'opérer dans notre société. Donc ça, c'est une phrase d'un senior qui a plus de 80 ans qui vit à domicile. Donc cela me permet de discuter, d'échanger des idées, points de vue avec la jeunesse. Cela m'a permis d'avoir une meilleure ouverture sur le monde actuel et de mieux comprendre la nouvelle génération. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Ben Mazué, La valse de mamie. Et en fait, cette chanson, elle reprend sur ce rythme qui est un peu continu, des jours qui se ressemblent. Je me lève, je regarde la télé, je mange, voilà, et je me couche. Et donc, l'intervention des jeunes permet aussi d'apporter un petit brin de folie, une intervention extérieure qui fait vraiment du bien aux 2 générations. Et c'est là où j'enchaîne sur la jeunesse. Donc avec comme enjeu par rapport à la jeunesse, c'est comment on permet aussi à la nouvelle génération d'être plus engagée et d'être plus dans la rencontre de l'autre. Et donc une jeune en Île-de-France qui a été en volontariat à 24 ans, qui disait: à travers ma mission auprès des seniors, j'ai pu voir le monde à travers leurs yeux, comprendre leur expérience et leurs défis, mais aussi leurs joies et leurs espoirs. C'est une expérience enrichissante qui m'a appris l'importance de l'empathie, du respect envers nos aînés. Intervenir, rencontrer une personne âgée, c'est pas forcément inné, ça s'apprend. Et par le biais de ce dispositif, voilà, il y a 22 000 personnes, 22 000 jeunes qui ont appris à découvrir une autre génération et pas par rapport aux choses qu'ils ne pouvaient plus faire, par rapport aux choses qu'ils avaient vécues. Et ça, c'est important d'aussi changer le regard que les personnes âgées aujourd'hui sont des anciens jeunes. Voilà. Et il y a le dernier enjeu de notre dispositif, c'est de permettre la découverte des métiers. Comme vous le savez, la pyramide des âges est dans un sens qui va pas forcément dans le bon. Il y a les métiers du grand âge et du médico-social d'une manière générale qui sont peu ou pas reconnus. Et donc, c'est aussi comment on permet à une génération de découvrir un milieu, un secteur, un public. Et donc, ce que nous dit cette jeune de 20 ans qui a été volontaire en Occitanie: j'ai adoré faire cette mission. Si j'avais pu continuer encore, je l'aurais fait les yeux fermés. Les résidences sont un manque dans mon quotidien. Là, on est vraiment sur une relation du donnant-donnant. J'espère que je serai admise dans la formation que je souhaite et que l'EHPAD voudra toujours de moi l'année prochaine. Voilà, je voulais illustrer un petit peu l'action parce que c'est vrai que je vais vous présenter un peu plus le dispositif, mais l'impact concret de ce dispositif, je trouve que c'est toujours important. Donc le dispositif, en quelques mots, donc on a une mobilisation nationale donc, qui est coportée par l'Agir Carco et qui est soutenue par le ministère de l'Autonomie et de la Jeunesse. Et qui est une émanation de 2 mouvements nationaux qui sont Unicité, qui est une association qui a créé le service civique en France, et de Monalisa, qui est une association nationale, donc c'est un mouvement national de lutte contre l'isolement de nos aînés.
Et ces deux associations se sont réunies en se disant: «Comment on va plus fort, plus loin ensemble?» parce que nos enjeux sont les mêmes, lutter contre l'isolement des jeunes, des personnes âgées. Comment on crée une relation de rencontre, tout au long, de la vie. Et donc ces 2 associations se sont mis en mouvement pour créer l'ANDSC2S, donc l'Association nationale du déploiement du service civique solidarité senior. Et aujourd'hui, on est présent partout en France et en Guadeloupe, Martinique et Réunion. Et donc, ça représente 150 salariés sur toute la France. C'est un dispositif qui se base sur le lien intergénérationnel et aussi sur le dispositif du service civique. Je vais juste faire un tout petit focus. Le service civique, c'est un dispositif qui est né en 2010, qui s'adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans. Donc, si le jeune est en situation de handicap, c'est 30 ans. Et qui permet un engagement sur une grande cause sociétale pendant 6 à 12 mois. Avec un volume horaire de 24 à 35 heures par semaine et qui est indemnisé à hauteur de 620 €. Donc, on parle bien d'indemnisation, ce n'est pas un salaire et ce n'est pas du bénévolat non plus. C'est vraiment un engagement sur une grande cause. Et donc, ça permet à des jeunes de pouvoir se mettre sur une cause de solidarité et écologie, sportif, tout ça. Nous, on va être sur la base de la solidarité. Et donc, partout en France, nous, on est la mobilisation, mais en fait, ce qui est le plus important, ce sont les partenaires. Aujourd'hui, c'est 3 400 structures qui accueillent des volontaires partout en France, aussi bien sur le rural que sur les grandes agglomérations. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ce n'est pas que les grandes villes. On peut être dans le rural, dans l'extra-rural. Les rencontres entre générations ne doivent pas tenir au côté urbain. Il y a des jeunes partout, il y a des seniors partout. Et dans des structures donc partenaires qui peuvent être les EHPAD, les résidences autonomie, les centres socioculturels, les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale, les associations locales, tout ça. Alors, un jeune en volontariat ne va pas être sur quelque chose qui est remplacé par des professionnels du médico-social. Donc, il va être sur des missions complémentaires comme des visites de convivialité ou des animations collectives. Donc, on ne va vraiment pas être sur… le jeune ne peut pas, par exemple, aller faire les courses à la place de la personne âgée, mais il peut aller se balader avec la personne âgée et éventuellement l'aider pour faire les courses. Voilà, c'est toute la différence. On va être vraiment sur du lien intergénérationnel et pas sur un rendu de service. Mesurer ce dispositif, donc comme je vous ai dit qu'à 5 ans, chaque année, on réalise une mesure d'impact social auprès des 3 parties prenantes de la mobilisation, donc les personnes âgées, les jeunes à côté et les professionnels qui accompagnent les jeunes au quotidien sur les 3 400 structures dont je vous parlais tout à l'heure. L'impact pour les seniors, il est très positif. Donc voilà. Bon, quand on a dit ça, c'est bien, mais pourquoi il est très positif ? C'est que la moitié par exemple, la moitié des seniors les seniors qui avaient une vision négative de la jeunesse ont divisé par 2 leur a priori. Sachant qu'il y en a très peu, en fait, qui ont une vision négative de la jeunesse. Ça représente 23%. Après, ce qui permet aussi sur la prévention de la perte d'autonomie, c'est que 4 seniors sur 5 ont davantage envie de faire des choses après l'intervention des jeunes. Donc, il y a eu quand même il y a un bienfait de ces accompagnements qui permet aussi une ouverture sur le village, sur le quartier, sur la ville et une découverte de nouveaux champs des possibles. Typiquement, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait la peur de la chute quand on a été tous confinés, devoir ressortir et devoir repasser le pas de sa porte pour aller à l'extérieur, ça peut être très compliqué. Et on sait qu'une personne âgée qui a la peur de tomber, il y a de fortes chances qu'elle tombe parce qu'étant crispée. Avec l'intervention des jeunes, quand il y a 2 jeunes qui interviennent à domicile, notamment, aller faire une balade avec
être entouré de 2 jeunes, et ben, c'est beaucoup plus simple et ça permet de reprendre confiance en soi et de repartir sur des petites marches autour de chez soi et de rencontrer ses voisins et tout ça. Sur le renforcement des liens intergénérationnels, 74% des seniors se sentent utiles envers les jeunes. Quand je disais que c'est un dispositif donnant-donnant, ce sont pas des jeunes qui interviennent auprès des personnes âgées. C'est aussi des seniors qui apportent aux jeunes et qui apportent leur vision, leur éclairage aussi avec, tout leur passé et leur actualité. Et le sentiment d'isolement, post-intervention, il est divisé par 2 chez les seniors. Côté jeunesse, vous vous rappelez, un des enjeux, c'était de faire découvrir les métiers du médico-social. Il faut savoir que 40% des jeunes qui vont passer par le service civique solidarité senior vont continuer dans les métiers du médico-social et 17% spécifiquement dans les métiers du grand âge. Donc, il y a vraiment un coup de cœur qui se crée pour le public, pour le milieu et pour des domaines professionnels. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est un chiffre qui est assez parlant, 42% des jeunes. Donc 42% des 22 000 qui sont passés par le SC2S. Voilà, on est quand même sur du presque 9 000 jeunes qui ont continué dans ce domaine. À l'issue de leur mission, il y a 76% des jeunes qui sont plus attentifs aussi sur la cause des seniors dans leur quotidien et donc qui vont être plus alertes sur leurs voisins, sur leur famille, sur les amis de leurs parents. Et voilà. Donc, il y a vraiment un enjeu de bienveillance, d'empathie et d'attention qui se crée aussi, de sensibilisation pour les jeunes vis-à-vis des autres. Et 6 mois après la mission, après la fin de la mission, donc qui peut durer, comme je vous disais tout à l'heure, de 6 à 12 mois, 6 mois après, un jeune sur 2 va garder contact avec la structure et ou les seniors qui l'ont accompagné. Donc, c'est pas qu'une relation enfin, c'est vraiment dans ça, la relation de donnant-donnant, c'est qu'il y a une amitié qui se crée et l'amitié n'a pas d'âge. Je fais un petit focus aussi sur les professionnels parce que c'est important d'aussi les mettre en lumière. L'accueil de volontaires, ça peut des fois être un peu compliqué. On a des profils très variés, on a des jeunes plus ou moins insérés dans la vie professionnelle, mais le service civique, c'est un tremplin, c'est un essai. Donc, voilà, c'est important aussi de mettre en lumière tout le travail que met le professionnel en place. Et sur le fait d'accueillir des volontaires, il y a 70% des professionnels qui ont vu une amélioration de leurs conditions de travail. Souvent, les professionnels qui vont accueillir et qui seront tuteurs, ça sera des animateurs ou des accompagnants sociaux. Et il y a cette frustration de ne pas pouvoir apporter un accompagnement personnalisé, d'apporter beaucoup de collectifs et pas forcément beaucoup d'individuels, ou alors d'apporter de l'individuel, mais pas à tout le monde. Et donc, le fait d'accompagner et d'accueillir des volontaires, ça permet aussi d'augmenter et de pouvoir être sur cette personnalisation du projet d'accueil des seniors, alors que ce soit à domicile et en établissement. Et donc, il remarque que pour 91% des professionnels, qu'il y a une amélioration de l'accompagnement. Et donc, avec des activités proposées qui sont plus diversifiées et personnalisées et mettre en commun des projets plus ambitieux aussi. Concrètement, comment nous contacter? Donc, comme je vous disais, on est partout en France, on est aussi sur les Antilles et La Réunion. Pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez nous envoyer un message avec votre nom, prénom et numéro de téléphone et l'adresse de la personne à visiter. Et on va contacter nos partenaires, les 3400 structures, pour voir si des visites de convivialité peuvent être mises en place. On est un petit peu partout, mais on n'est pas forcément partout non plus. Vous avez aussi un pouvoir d'agir sur ça, c'est que le SC2S, il
il est disponible pour les structures à but non lucratif, donc les structures publiques et les structures associatives partout en France. Donc si vous voulez que le SC2S arrive, n'hésitez pas à en faire lieu à vous adresser aux structures locales qui sont à côté de chez vous, donc les CCAS, les associations locales, les mairies, les bibliothèques. Il peut y avoir du portage de livres aussi. Et ça, ce moyen est très, très chouette. Donc, n'hésitez pas aussi à être proactif, à être porteur de ce dispositif au niveau local en donnant nos coordonnées. Et puis, nous, on les recontacte et on les accompagne sur un projet d'accueil de volontaires pour derrière permettre du lien intergénérationnel. Et aussi, on a besoin de vous. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Le volontariat, vous avez tous des jeunes autour de vous qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont en études ou qui ont fini leurs études ou qui ne savent pas où aller, qui sont décrocheurs scolaires. En fait, peu importe, entre 16 et 25 ans, et qui voudraient aussi s'engager dans une mission qui a du sens, qui a du concret, qui a des retombées directes, qui est dans une mission où l'enrichissement personnel est très, très fort. Donc, n'hésitez pas aussi à communiquer sur ce dispositif auprès des jeunes qui est autour de vous. Et toutes les annonces de missions qu'on a, donc il y en a plus de 3000, là on est en début d'année, donc il y en a plus de 3000 en ce moment, sont disponibles sur notre site, donc sc-solidaritéssenior.fr. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour plus d'informations. Merci beaucoup, Anne Berbuteau, pour votre intervention aujourd'hui. Alors, je rappelle à toutes les personnes qui nous ont posé la question dans le chat, le document sera disponible au téléchargement sur la page du replay de cette visioconférence sur notre site www.apvisio.com, rubrique conférence pour une durée de 6 mois. Donc, n'hésitez pas à pouvoir récupérer ces informations. On va laisser quelques instants à Julien Revenu de pouvoir finir sa fresque graphique avant de vous en faire la restitution. Tout d'abord, merci à vous, Anne Berbuteau, pour votre présentation. On va pouvoir passer, avant de pouvoir conclure avec la partie de Marilyn, avec cette fin de visioconférence. Merci à vous, Marilyn, d'avoir pu nous rejoindre. Peut-être quelques mots pour finir ce rendez-vous avant de passer aux questions-réponses et à la restitution? Oui, bien sûr. Donc, ces interventions étaient très intéressantes. Presque on n'a pas vu le temps passer. Donc, je remercie les deux intervenants et aussi juste le petit intermède fait par Julien, parce que c'était assez sympa et ça reprenait ce que Jean-Jacques a dit, même si ça l'a choqué de voir des orphelins à 30 ans. Donc, merci à tous les participants en tout cas. Merci à vous, effectivement. Alors, je vous rappelle que vous avez un petit sondage de fin de conférence à remplir devant votre écran le temps qu'on puisse présenter cette fresque graphique. N'hésitez pas à nous faire votre ressenti sur cette visioconférence qui n'est pas finie. Et nous avons quelques remarques qui sont arrivées pour Jean-Jacques et Anne. Donc, si vous voulez nous rejoindre à l'écran, n'hésitez pas à revenir. C'est arrivé pendant vos prises de parole respectives. Donc, si vous voulez rebondir dessus, n'hésitez pas. Un premier commentaire. En Bretagne, dans les fest-noz, donc c'est typique de la Bretagne, jeunes et beaucoup moins jeunes dansent ensemble, se tiennent par le petit doigt sans problème et avec beaucoup de joie. Formidable. D'autant plus que la danse, c'est une activité de prévention qui est remarquable, notamment la danse de couple, hein, qui permet de la coordination, de l'équilibre. C'est une très bonne activité. Mais bien sûr, il y a de nombreuses activités qui se font ici ou là. Heureusement d'ailleurs, grâce aux associations, souvent, avec des générations qui sont plus ou moins gommées. On a vu beaucoup d'assauts, je pense par exemple aux centres sociaux aussi, qui étaient très spécialisés sur la jeunesse ou sur les seniors et qui, pour diverses raisons, notamment aussi économiques, ce qui est pas plus mal, hein, il n'y a pas de voilà, ont élargi complètement le spectre des usagers, des adhérents, et je trouve ça très bien. Vous savez, j'amenais les retraités de l'université du temps libre à la fac, à la place de la Victoire, à Bordeaux, et j'enseignais, j'avais les étudiants de première génération qui me disaient:
oh, c'est chouette qu'il y ait d'autres personnes que nous qui viennent là avec voilà. Et je me disais, mais en fait, tout le monde attend. Il faut qu'on organise les choses, mais tout le monde attend effectivement de pouvoir un peu se mêler différemment. Voilà. Et là, le fait d'avoir sur cet univers qui est un univers de vingtenaires hein, à la fac, de voir des centaines de retraités venir sur les bancs de la fac, partager des moments avec eux, ils étaient très contents. Merci à vous. Anne Berbuteau, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur ce commentaire sur les Fest-Noz? Bah, sur les fest-noz, après, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout, outre, enfin, parce que la Bretagne a une Attention, vous allez vous identité. mettre les Bretons à dos, là. Ah non, et au contraire, je dis qu'il y a une identité culturelle qui est très forte et c'est très chouette. Et chose qui se fait de plus en plus aussi partout, c'est les guinguettes. On voit les guinguettes éclore et qui permet, enfin voilà, moi je sais que mes grands-parents allaient dans des guinguettes quand ils étaient jeunes et les guinguettes se réouvrent et là on voit toute génération danser, chanter, boire un coup et partager. Et c'est chouette de voir ces moments-là se recréer un petit peu partout. Parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. Je rappelle également que vous pouvez aussi retrouver d'autres dispositifs que ces visioconférences que nous vous proposons sur Apivisio sur le site de l'Agir Carco. Ça se passe sur www.agir-arco.fr, rubrique mes services et participer à un événement. Vous avez le lien dans le chat en bas à droite de l'écran. Je viens de vous l'afficher pour que vous puissiez le retrouver à tout moment si vous le souhaitez. N'hésitez pas à pouvoir y participer. Une dernière petite remarque avant de passer au partage de la fresque avec Julien. Les espaces pour rencontrer les autres personnes ne sont pas toujours accessibles pour les autres générations. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette remarque? Oui, ben, j'y faisais allusion tout à l'heure avec l'Université du temps libre. C'est des espaces-temps en fait. Hein, il faut voilà, mais ça peut être aussi des problèmes de mobilité euh, qui sont d'ailleurs des problèmes pas simplement chez les plus âgés, mais aussi chez les plus jeunes. Ça peut être effectivement, comme je le disais tout à l'heure, une organisation qui fait que le public est délimité par des questions d'âge, juridiquement par exemple. Voilà, en tout cas au niveau des adhérents des associations, ça peut arriver. Donc oui, bien sûr, mais à nous de faire tomber les barrières. À nous de faire tomber les barrières, de dire comment on fait. Alors, quand j'ai monté des cours le soir à l'Université du temps libre, on m'a dit attendez, mais qui c'est qui va venir, etc. J'ai dit écoutez, on va faire tomber la barrière, on va voir qu'est-ce qui se passe. Hein. On s'est aperçu qu'il y avait des retraités qui venaient le soir alors qu'ils venaient habituellement l'après-midi en me disant moi ça me libère l'après-midi pour faire autre chose, notamment pour mes petits-enfants, mais le soir je viens, etc. Voilà, donc il faut qu'on fasse tomber les barrières, parce que la société est construite de cette manière-là. Et je trouve que le SC2S, j'écoutais Anne au niveau pour faire tomber les stéréotypes, le fait que par exemple le lien dépasse le dispositif, c'est-à-dire les gens restent ensemble, etc. Je me dis ça c'est vraiment une retombée qui est formidable. Qui c'est qui rentrerait dans un EHPAD sans connaître de personne à l'intérieur? Personne. Il faut avoir une raison de rentrer, voilà. Donc les dispositifs qui cassent les barrières, ça sert à ça aussi, à permettre de dépasser. On a des écoles, on a des EHPAD, on a des résidences, on a une organisation, voilà. À nous de faire en sorte que ça puisse s'ouvrir. Parfaitement, vous avez tout à fait raison. Merci à vous, Jean-Jacques Amiot. On va tout de suite pouvoir retrouver Julien Revenu qui a finalisé sa présentation et la fresque graphique que nous allons découvrir dans quelques instants. Alors Julien, qu'avez-vous pensé de cet exercice aujourd'hui? Eh bien, ma foi, ce fut un exercice assez dense, surtout passionnant. J'ai eu envie de tout prendre en note, tout dessiner. Alors, j'ai manqué un tout petit peu de temps sur la dernière partie pour trouver les métaphores visuelles appropriées, mais je pense avoir réussi quand même à cartographier ce qu'il nous fallait pour ce matin, où nous parlions des liens intergénérationnels. Nous avons commencé par une présentation de Monsieur Amiot, psychosociologue, qui a dressé un constat, une analyse un peu de notre société actuelle. Et pour mieux la comprendre, on a regardé un petit peu vers le passé. On le sait aujourd'hui, on vit plus vieux, c'est sûr, et on va apprendre à travers cette analyse que c'est cette longévité qui crée un petit peu de discontinuité. On a mis l'accent sur deux paradoxes
actuel qui est que le premier, tous les Français souhaitent plus de liens intergénérationnels, mais la plupart d'entre eux le trouvent trop faible. Et puis tous les Français veulent de la solidarité, mais la plupart d'entre eux la trouvent inexistante. Donc peut-être qu'effectivement, il y a dans la réponse à cette enquête un petit biais de désirabilité sociale. Je réponds ce que je pense qu'il est classe de répondre, mais ce n'est pas forcément en accord avec mes actions. Cependant, si l'envie est déjà là, il y a peut-être quelque chose à déclencher, mais peut-être qu'il faut que la structure de la société aussi nous y encourage. Tout ça, ça donne une idée un petit peu qui a une nostalgie d'une époque révolue, mais qui est peut-être en fait fantasmée. Et en fait, elle l'est fantasmée. Ce bon vieux temps, comme nous l'a expliqué Monsieur Amiot, il n'a jamais existé tout à fait sous cette forme. Pourquoi ? Parce que au XVIIe siècle, on était orphelin à 30 ans, donc on ne cohabitait pas avec 4 générations en même temps. Et puis, on était dans une société de la tradition, de la répétition. Les choses étaient pensées comme immuables. Donc, pour connaître son chemin de vie, on regardait plutôt ses aïeux et ses anciens que ses enfants. Au XIXe siècle, un exode rural qui a séparé les générations de façon géographique. Au XXe siècle, une espérance de vie pas encore incroyable au début du siècle, mais dans la seconde partie, des progrès sociaux qui vont créer une solidarité institutionnelle qui est très bénéfique pour les gens isolés, mais qui est finalement, comme elle se met en place, nous dédouane un petit peu de la solidarité, alors obligatoire d'avant, mais qui était plus familiale, qui était à l'échelle d'un quartier. Et donc, au XXIe siècle, on se retrouve avec une espèce d'inversion du regard, dans le sens où aujourd'hui, on regarde plus nos enfants pour savoir dans quel monde on va vivre, parce que c'est aussi une responsabilité des politiques de porter un discours sur le futur en permanence en nous expliquant le futur ça va être ci, ça va être ça, le futur c'est génial, le progrès c'est génial. Peut-être qu'il y a aussi des leçons à retenir de nos sociétés traditionnelles où il y avait une certaine forme d'immuabilité et des repères qui étaient peut-être plus rassurants. Donc pour expliquer un peu le manque de lien intergénérationnel, M. Amiot nous a dit que l'individualisme n'expliquait pas tout et que c'était un peu un side effect de cette liberté citoyenne qui nous permettait aujourd'hui de faire des choix de lien et de solidarité, de ne pas se taper le cousin du dul à tous les repas de famille, mais que cette liberté qui nous est proposée, parfois ça peut créer un petit peu des fossés. Donc aujourd'hui, on est plus dans cette logique de modernité où tout change de fait et en plus, on est encouragé à encourager le changement, à l'accepter, à être le plus souple possible, ce qui est finalement assez épuisant pour l'esprit, pour les liens de toute une famille. Du coup, qu'est-ce que ça donne ça ? Ça donne un règne de l'anonymat, surtout qu'on vit de plus en plus en ville et puis qu'on s'est construit tout seul et si on a un problème, on a la Sécu qui va nous rembourser. On n'a pas besoin de demander un coup de main pécunier à un oncle éloigné. Et puis une société qui est segmentée. On l'a dit et on va le voir avec les tarifs de train, les horaires, etc., etc. Donc aujourd'hui, avoir un âge, c'est quelque chose qui est différent d'une génération socio-historique. Comme toutes ces générations cohabitent ensemble, elles ont en fait des visions du monde différentes qui sont un peu façonnées par les grands moments fondateurs de leur adolescence. L'apparition des tracteurs, des télés. Pour ma génération, ça serait le 11 septembre, le smartphone, le Covid-19 pour d'autres. Et donc, aujourd'hui, un enfant de 7 ans, il a 7 ans, mais il a aussi 7 ans en 2025. Et ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, il est teinté par son époque. Et tout ça nous donne des visions différentes. Alors, comment les concilier ? Peut-être en commençant par sortir des stéréotypes, ce qu'on croit savoir sur les jeunes. Ils n'ont pas tous une casquette à l'envers, ils ne sont pas tous vissés à leur smartphone. Et puis, ce lien générationnel, il est finalement, on l'a compris, à créer, puisque c'est la première fois qu'on a 4 générations ensemble. Et puis, de fait, il existe dans les familles quand on transmet des valeurs d'une génération à l'autre. On dit beaucoup qu'il n'y a pas de lien intergénérationnel, mais on oublie de dire qu'il existe des liens intragénérationnels, mais est-ce qu'ils sont de qualité ? Est-ce qu'ils sont suffisamment fournis ? Parce que finalement, cet anonymat, cet isolement des gens, ça traverse toutes les générations. On est de plus en plus derrière nos écrans à faire du télétravail. Les jeunes sont en cours, mais ils sont sur leur smartphone. Est-ce que déjà, on a une qualité de lien intragénérationnel ? C'est toute la question du lien, finalement, qui est remise en question. Faut-il sortir du cloisonnement en première classe, deuxième classe, TGV des années 80, Corail, Intercité ? Peut-être qu'il faudrait remélanger un peu tout ça. En tout cas, ce qui est très important, c'est de
d'inventer ce lien. Et pour ça, il faut faire des choses ensemble. Alors, comment faire les choses ensemble? Eh bien là, on s'est appuyé sur un exemple, celui du service civique Solidarité Senior, qui nous a été présenté par Anne Berbuteau, qui a déjà engagé 22 000 jeunes. Ça existe depuis 5 ans, avec des enjeux qui sont forts. Sortir de l'isolement, pas forcément rester dans son appartement devant la télé. Cette capacité à échanger des points de vue, ou c'est peut-être d'ailleurs plus facile parfois quand c'est pas dans le cercle familial de discuter franchement politique avec quelqu'un qui est d'une autre génération. Peut-être qu'on ose dire des bêtises, on n'a pas peur de blesser, on s'enrichit du rapport de l'autre. Déconstruire les stéréotypes, ça marche dans les deux sens. Un vieux, c'est pas forcément un type avec une casquette qui souhaite retourner au bon vieux temps. C'est parfois quelqu'un qui joue aux figurines Warhammer. On peut toujours être surpris. Et puis pour les jeunes, découvrir les métiers du médico-social qui sont aujourd'hui en tension. Donc le fonctionnement, c'est de la solidarité, de la convivialité avec des liens qui perdurent parfois après le service civique. Ça se passe en ville, ça se passe à la campagne, et ça vient bien compléter les emplois du médico-social, parce que souvent, c'est des gens qui voudraient s'investir plus émotionnellement auprès des patients, mais qui n'ont pas le temps de le faire. Donc ça vient étoffer ce travail-là. Ça crée de la compréhension mutuelle, ça permet peut-être une insertion professionnelle des jeunes, et puis c'est une pulsion de vie, une joie de vivre qui est boostée pour un peu toutes les parties prenantes de ce service civique. Donc ça semble être une bonne piste. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est celle qu'on a explorée aujourd'hui. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du service civique Solidarité Senior. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Un grand bravo et un grand merci, Julien, pour cette nouvelle fresque qui, je le rappelle, sera disponible dans son intégralité sur la page du replay de cette visioconférence à la fin de la journée. Jean-Jacques, Marilyn, Anne, si vous voulez rebondir sur cette présentation, n'hésitez pas. Moi, je dirais qu'une chose, c'est super. Franchement, je ne dis pas pour lui faire plaisir, mais c'est un sacré travail qui va au-delà de la synthèse même, voilà, où il y a des liens qui sont faits, etc. Non, c'est magnifique. Bravo. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord. Anne, est-ce que vous voulez prendre la parole sur cette synthèse qu'a fait Julien? Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment très très chouette de le voir posé comme ça, illustré. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Bravo, merci à c'est vrai tous. Je que vais essayer de la beaucoup de mettre travail. sur le chat, et puis de toute façon, ce sera disponible. Effectivement, merci beaucoup. On retrouvera ce document sur la page du replay de cette visioconférence. Merci à tous les trois. Marilyn, je vous relaisse la main pour conclure cet événement et parler peut-être des événements de l'Agir Carco qui sont à suivre dans le cadre de ce mardi de l'Agir Carco. Effectivement, donc merci à tous les intervenants du jour. Merci Jean-Jacques, Anne et puis Julien pour toute cette belle prestation. Effectivement, nous vous rappelons qu'il y a différents événements co-construits par les différents membres des comités action sociale sur tout le territoire en France. Donc, on a des forums, des conférences, des différentes choses. Je dirais pour conclure même sur cette intervention, n'hésitez pas à vous y rendre. Ça créera du lien social et ça sera toujours bon pour vieillir en santé. Pour mon groupe de travail, la prochaine intervention, ça sera donc le mardi 28 octobre. Donc une conférence qui sera menée par le docteur Eva Almeida du Centre de prévention de Clermont-Ferrand et sur tous les comportements ou les bons gestes à adopter au quotidien pour mieux vieillir et pour être bien dans sa peau. Voilà. Parfaitement. Merci à vous tous. Beaucoup. Merci Rémi aussi. Avec plaisir. Merci à vous, Marilyn. Et je rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble du programme de ces conférences proposées par l'Agir Carco pour les mardis de l'Agir Carco en cliquant sur le petit bouton bleu en haut de l'écran si ce n'a pas déjà été fait. Et vous pouvez le retrouver depuis le www.apvisio.com. Comme vient de le dire Marilyn Alano, prochaine conférence de cette thématique le 28 octobre à 10h, les bons gestes au quotidien pour être bien dans sa tête et son corps. Et chaque semaine, une nouvelle visioconférence. La semaine prochaine, le mardi 30 septembre, vous retrouverez Anne-Sophie Morel, nutritionniste et diététicienne pour Solution Group, qui sera en direct avec nous de 10h à 11h30 pour parler de comment être à l'aise dans votre assiette en hiver. Une fois de plus, merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci à tous les intervenants de cette visioconférence. Excellente journée et à très bientôt sur Happy Visio. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci au public. Merci, au revoir. Au revoir.